Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va dire les choses. Parce que j'en ai marre d'entendre dans les médias des gens qui disent le déplacement des Palestiniens. Non, Donald Trump n'a pas demandé le déplacement des Palestiniens. Un déplacement, c'est moi quand je vais dans une autre ville, une autre région et que c'est de mon propre fait. Là, on parle de déportation. C'est une déportation de la population palestinienne qui a été décidée par Washington, évidemment, sous les conseils, voire les consignes peut-être même, de l'entité sioniste, c'est-à-dire donc de Israël. Et Benjamin Netanyahou, vous le savez actuellement, est aux États-Unis et on va voir quelques petites choses qui sont assez amusantes et d'autres choses qui le sont beaucoup moins. Mais avant de commencer, mes amis, ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner. Vous êtes 65% à ne pas être abonné. Et tout ce que je vous demande, mes amis, moi, je ne vous demande pas d'argent, je ne vous demande pas de soutien, d'acheter quoi que ce soit. Non, je vous demande simplement de vous abonner. Vous allez ici en dessous de la vidéo, vous cliquez sur « S'abonner », c'est gratuit. Vous cliquez sur la petite cloche, ça permet que vous receviez une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Et en plus de ça, mettez un petit j'aime pour me permettre d'être mieux référencé et un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et moi, mes amis, ça me prend un temps colossal d'aller lire tous les articles, de contraster, de vérifier, d'essayer de penser même contre moi-même de telle manière à vous donner un propos qui soit assez neutre, en tout cas qui soit argumenté. Et tout cela, mes amis, c'est beaucoup de temps. Moi, tout ce que je vous demande, c'est votre soutien. Donc, abonnez-vous, cliquez sur « Je m'abonne » et puis moi, ça me permet aussi de me dire « Tiens, ce que je fais a une certaine utilité ». Mes amis, on va commencer tout de suite avec la question donc de Donald Trump et notamment du fait qu'actuellement, vous avez un petit bonhomme qui s'appelle Netanyahou qui est actuellement aux États-Unis. Et on va voir cette petite vidéo qui est en fait assez significative de ce qu'est Donald Trump. Voyez un petit peu, vous avez ici Donald Trump qui a Netanyahou qui veut s'asseoir et que fait Donald Trump? Il lui tend la chaise. Ben oui, il lui tend la chaise. Pourquoi il fait ça? Et parce qu'en fait, c'est significatif. Qui est le patron? Qui est le patron? Est-ce que c'est Donald Trump, le 47e président des États-Unis, première puissance mondiale? Non, c'est Netanyahou. Pourquoi c'est Netanyahou? Mais parce que si vous allez voir un petit peu les informations du site qui s'appelle Track AIPAC, c'est quoi Track AIPAC? Eh bien, c'est le site qui permet de savoir qui est financé plutôt par les lobbies de l'AIPAC, qui est le principal lobby israélien aux États-Unis et qui finance un nombre incroyable de candidats, démocrates et républicains, peu importe, en tout cas tous des candidats qui sont favorables à la politique d'extrême droite d'Israël actuellement. Et mes amis, quand vous regardez qui finance l'AIPAC et qui est financé par l'AIPAC, vous voyez Donald Trump, vous le voyez ici, hein, il reçoit la bagatelle de 230 millions de dollars, 230 millions de dollars qui ont été reçus par Donald Trump. Et ben, mes amis, là on voit très clairement que cet homme-là est l'homme d'Israël. C'est très simple. Et si vous ne le comprenez pas, moi je ne peux rien faire pour vous. Donald Trump travaille pour la personne qui a financé sa campagne. Et il n'est pas le seul. Parce que quand vous allez voir par exemple son vice-président J.D. Vance, il a reçu 167 000 dollars. Et ce n'est pas tout. Allez voir par exemple Marco Rubio. Marco Rubio, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères de Donald Trump. Lui, il a reçu 1 million de dollars. Est-ce que c'est étonnant de voir des gens qui font la politique du groupe de personnes qui les ont financés? Si moi, je suis financé par telle personne, ben, je vais être influencé et donc je vais être sous influence et je vais suivre les consignes, les avis, les pensées des gens qui m'ont financé. C'est logique, ça fonctionne comme dans une entreprise. Celui qui paye, c'est celui qui décide. C'est la même chose dans la politique. Ne vous trompez pas, c'est exactement la même chose. Donc, quand vous voyez Donald Trump qui tend la chaise et qui la met sous l'auguste postérieur de Benjamin Netanyahou, aka le boucher de Gaza, eh ben, en fait, c'est simplement une démonstration de qui commande. Et ce qui commande, c'est clairement pas les États-Unis. Alors, on peut aller encore un peu plus loin, mes amis, mais avant cela, revenons un peu sur les propos de Donald Trump. Donald Trump a expliqué, vous voyez les Échos, c'est quand même un journal ultra neutre qui nous dit Donald Trump veut prendre possession de Gaza à long terme et en éjecter les Palestiniens. Commençons par le début. Prendre possession de Gaza à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis seraient de facto ceux qui administreraient de manière directe ou indirecte la bande de Gaza. Et tout cela, ce serait donné par Israël. Israël pourrait se retirer et donner la gestion administrative de Gaza aux États-Unis. Et il s'agit ensuite d'éjecter les Palestiniens. Éjecter, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de volonté de déplacer. On parle de déportation. Quand tu prends quelqu'un et que tu l'envoies dans un autre endroit et des populations de manière massive, il y a déjà un État qui l'a fait en Europe il y a quelques années, on s'en rappelle,
eh bien, c'est une politique de déportation. Ne parlons pas de déplacement. Moi, je me déplace. Quand vous détruisez les écoles, quand vous détruisez les universités, quand vous détruisez les infrastructures, quand vous détruisez les services publics, quand vous détruisez tout moyen dans une zone pour vivre, on ne peut pas parler de déplacement. On parle de déportation, de rendre la vie si impossible qu'on soit obligé de partir. C'est ça la vérité. Donc, Donald Trump veut prendre possession de Gaza à long terme. Et il a été obligé de revenir un peu sur ses propos parce qu'on s'est posé la question. Est-ce que cela veut dire que les États-Unis vont envoyer sur place des soldats? Alors, quand on sait ce qu'a été le fiasco de l'Afghanistan, le fiasco de l'Irak, est-ce que les États-Unis veulent vraiment se relancer dans l'envoi de troupes américaines sur sol? Non. Voilà. Ce qu'a dit Donald Trump, c'est qu'aucun soldat américain n'est nécessaire pour ce projet. Alors je me pose la question, comment compte-t-il prendre le pouvoir et l'administration de Gaza sans avoir à envoyer un soldat sur place? C'est mystérieux. À moins que ce ne soit pas un soldat américain. Et donc, quand il dit « aucun soldat américain n'est nécessaire », ça veut peut-être dire qu'il compte s'appuyer sur des États arabes. Et ça, c'est possible. Moi, à mon sens, et je vous l'ai toujours dit, les pires traîtres à la question palestinienne, ce sont les États arabes eux-mêmes. Pas tous. Pas tous, évidemment. Si on prend les États arabes, par exemple, d'Afrique, il reste 3 pays qui n'ont jamais reconnu l'entité sioniste, c'est la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Voilà. Ça, c'est des États qui sont stables. Maintenant, dans les pays arabes, on a bien vu le comportement des Jordaniens et le comportement des Égyptiens. Ces gens-là sont-ils fiables? Je doute. Ça m'inquiète. Les pays du Golfe, les Émirats, par exemple. Donc, mes amis, aucun soldat américain n'est nécessaire, mais ça ne veut pas dire qu'aucun soldat ne soit nécessaire. Ce sera peut-être des soldats étrangers, c'est-à-dire des soldats des pays arabes. C'est ce que je pense, et d'autant plus, mes amis, Tsahal a déjà commencé à préparer sur demande et sur consigne de Benjamin Netanyahou un plan de départ volontaire des habitants palestiniens. Je vous le répète, à partir du moment où vous détruisez toutes les infrastructures, que vous massacrez des familles entières, ce n'est plus un départ volontaire, c'est un départ forcé. Ils ont organisé les conditions qui amèneraient effectivement un Palestinien qui n'a aucun avenir, qui n'a aucune possibilité de s'en sortir, à partir. Ce n'est pas un plan de départ volontaire. On n'est pas dans le cadre d'une entreprise qui a des difficultés économiques. On est bien dans autre chose. Et ce plan, il va se poursuivre. Vous voyez ici à l'écran Marco Rubio. Marco Rubio, donc le ministre des Affaires étrangères américain. Où se rend-il dès la mi-février? Je vous rappelle que Donald Trump vient d'être élu il y a 15 jours. Enfin, en tout cas, il a pris possession il y a maintenant un mois de ses responsabilités, même pas 15 jours en vérité. Et Marco Rubio, il se rend en Israël à la mi-février. Et qui est-ce que Marco Rubio a eu au téléphone dès lors qu'il a été nommé comme ministre des Affaires étrangères, maintenant il y a 15 jours? Eh bien, il a eu au téléphone Gideon Sa'ar, qui est le ministre israélien des Affaires étrangères. Ça aurait pu être un État voisin, le Panama, le Costa Rica. Non, ils sont allés chercher l'État qui les a financés. C'est très simple. C'est j'ai été financé par, donc je vais rendre un service. C'est comme ça que ça se passe. N'allez pas chercher plus loin. Cherchez toujours l'argent. D'où vient l'argent? L'argent vient de l'entité. Donc, on rend service à l'entité. Donc, le plan qui est en train de se mettre en place, c'est le plan que Netanyahou avait mis en place, qu'il appelle le plan Gaza 2035. C'est quoi Gaza 2035? Le Figaro nous le résume très bien. C'est transformer ce territoire en Dubaï 2.0. C'est-à-dire en une plateforme de commerce. L'idée, c'est que la bande de Gaza devienne un énorme lieu de libre-échange, d'échange de services, de biens, de capitaux, d'en faire une place financière, peut-être même un paradis fiscal, qui serait administré par des pays arabes. Parce qu'évidemment, Israël ne pourra pas l'administrer. Donc, ce sera administré par des pays arabes. Pays arabes qui vont y trouver un intérêt, on va parler des pays du Golfe, mais pays arabes qui vont y trouver un intérêt, notamment dans le fait de décrocher peut-être des contrats assez juteux de développement industriel, de construction, blablabla. Donc, ils vont corrompre ces États qui parfois ont des taux de chômage endémiques. Ils vont corrompre ces États en leur disant, tenez, voilà, j'ai du boulot. Regardez, j'ai du boulot pour 10 ans de construction. Vous allez me faire des routes, des autoroutes, des bâtiments, des lieux touristiques, parce qu'évidemment, l'objectif, c'est d'en faire un Dubaï. Donc, vous allez avoir des lieux touristiques, avec tout ce que ça amène aussi en termes de débauche et de décadence. Vous savez, le tourisme, en règle générale, ça vient souvent avec. Et donc, ces États arabes, ils vont s'y retrouver. Ils vont y retrouver un intérêt. Et je pense à un État qui, à mon sens, est la clé de ce qui est en train de se passer actuellement au Moyen-Orient, c'est évidemment l'Arabie Saoudite. Pourquoi?
N'oubliez pas que l'Arabie Saoudite n'est toujours pas membre des BRICS. Certes, l'Arabie Saoudite a été acceptée pour pouvoir rejoindre le groupe des BRICS, mais l'Arabie Saoudite n'a pas ratifié, c'est-à-dire que ce n'est pas rentré dans son ordre légal interne, c'est-à-dire que légalement, ils ne sont toujours pas membres des BRICS. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite, et Mohammed bin Salman est un mec brillant, moi je n'apprécie pas le fond de sa politique, mais il faut reconnaître qu'il est brillant. Mohammed bin Salman, son objectif, c'est d'essayer de tirer un maximum d'avantages partout où il le peut. S'il a de meilleurs avantages avec les Russes, il ira avec les Russes. S'il a de meilleurs avantages avec les Américains, il ira avec les Américains. Et n'oubliez pas que depuis le 14 février 1945, la Saint-Valentin de 1945, il y a une grande noce entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, ce qu'on appelle le pacte du Quincy, ou du Quincy pour ceux qui prononcent plutôt la française. Le pacte du Quincy qui est « je te donne ma protection », donc les États-Unis, et en échange, l'Arabie Saoudite donne son pétrole. Et ensuite, vous avez eu la longue suite des pétrodollars qui a permis de fonder l'extraterritorialité du droit américain. Mais l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, elle a le cul entre deux chaises, si je puis dire. Et la bande de Gaza, pour elle, c'est une opportunité. Et pour ça, il faut comprendre, il faut regarder les cartes. Regardez la carte. Vous voyez en vert ici et en rouge les exploitations de gaz et de pétrole en Arabie Saoudite. Et où se situe-t-elle? Eh bien, elle se situe à l'est du pays. La plupart, c'est à l'est du pays, autour de Dammam notamment. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'imaginons que vous ayez besoin de transporter ces marchandises. Vous voyez ici l'espèce d'encre, donc c'est les ports qui sont les ports saoudiens. Vous avez besoin de transporter les marchandises. Quand vous transportez la marchandise, déjà, vous arrivez ici sur ce qu'on appelle le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, bien souvent, il y a des problèmes et surtout, il y a des petites tensions parce que vous avez un État qui est de l'autre côté qui s'appelle l'Iran. Donc, ce n'est pas forcément très agréable d'être un tout petit peu dépendant de l'Iran. Première chose. Si demain, ça se corse entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et n'oubliez pas que l'Arabie Saoudite a une peur vraiment absurde, un peu traumatique, je ne sais pas pourquoi, ils ont une peur bleue de l'Iran. Je ne sais pas pourquoi les élites saoudiennes sont obnubilées par l'Iran. L'Iran, je pense, s'en fiche de l'Arabie Saoudite, mais ils sont obnubilés par le danger iranien. Donc, pour éviter de devoir dépendre des Iraniens, il faut trouver d'autres débouchés. D'autant plus que cette route commerciale, ensuite, elle passe ici au large d'Oman et ici, dans le détroit de Bab el-Mandab, à l'angle du Yémen. Mais entre les pirates somaliens, éthiopiens et en plus de ça, les troupes des Houthis qui en fait actuellement sont en train certes d'attaquer un certain nombre de bateaux qui passent dans le détroit de Bab el-Mandab, forcément c'est dangereux. Et on termine, si vous voulez revenir pour accéder au canal de Suez, le canal de Suez, bien souvent, il y a des problèmes d'acheminement de commerce. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques mois, vous aviez un bateau qui, parce qu'il avait fait quasiment naufrage, avait bloqué le canal de Suez pendant plusieurs semaines. Donc, il faut sécuriser les voies d'approvisionnement en pétrole. Et si vous ne pouvez pas passer par le canal de Suez, il faut passer le large de l'Afrique, ce qui est beaucoup moins drôle, ou alors côté Chine et Pacifique. Bon, donc, qu'est-ce qui serait intéressant pour l'Arabie Saoudite et pour les Émirats Arabes Unis qui se situent dans la même situation? Eh bien, d'avoir un débouché ici, d'avoir un accès à la Méditerranée. Si vous regardez bien sur une carte, c'est très simple, vous traversez la Jordanie et vous êtes déjà en territoire palestinien. Donc oui, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite pourrait normaliser. Alors certes, elle dit oui, mais s'il n'y a pas d'État palestinien, blablabla. Mais l'État palestinien, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire un État palestinien? Ça se trouve, une autorité palestinienne, ça leur suffira. Avec quelques prérogatives, une demi-police, quelques politiques étrangères, un ministère de la Santé, khalas, comme ils disent. Et hop, c'est bon, on peut normaliser avec l'entité. Surtout si l'entité leur donne un accès à la Méditerranée en échange. Alors en France, on a eu des propos qui sont... on a l'impression que les propos français sont très opposés. En fait, vous avez la plupart des pays européens qui ont dit ce que propose Donald Trump est inacceptable. Vous avez l'Allemagne qui l'a dit, vous avez la Grande-Bretagne qui l'a dit, vous avez évidemment l'Espagne qui l'a dit, mais vous avez aussi la France. Et la déclaration de M. Barrot, qui est notre ministre des Affaires étrangères, bon déjà il a réagi parce que Donald Trump a dit qu'il allait transformer la bande de Gaza dans la côte d'Azur du Moyen-Orient. Et Barrot, il réagit en disant, regardez bien, qu'il est opposé à tout déplacement forcé de la population palestinienne. Mais comme je vous l'ai dit, ça veut dire quoi forcé? À partir du moment où il n'y a plus d'infrastructure, il n'y a plus rien sur ce territoire, et que tout a été détruit par Israël, parce que l'objectif d'Israël, c'était effectivement de se débarrasser d'une partie de la population, mais c'est aussi de se débarrasser des infrastructures. Donc, ils ont rasé toutes les infrastructures, il n'y a plus d'universités. Même les églises et les mosquées, ils les ont visées. Donc, une fois que vous avez détruit toutes les infrastructures, c'est déjà un déplacement forcé.
Donc, quand il dit « je suis contre tout déplacement forcé », bah, si, par exemple, il se trouve qu'il y a un groupe de Palestiniens qui est pour le fait de partir de Palestine, ce qui en soi serait déjà un problème, parce que cela signifierait la destruction des us et coutumes d'un peuple, parce qu'on l'affaiblit, on réduit sa quantité et on le dispatche un peu partout. Mais le déplacement de la population palestinienne, forcé ou pas, est déjà un problème. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le déplacement, forcé ou non, est déjà un problème. Et non pas juste le déplacement forcé. Alors en face, vous avez des pays qui ont réagi. Parce que Trump, à la base, son plan, c'était de déplacer les Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie. Alors je vous rappelle que la Jordanie, lors de Septembre Noir, vous avez le mois de septembre, où la Jordanie a assassiné des milliers de Palestiniens réfugiés qui étaient en Jordanie. Bon, donc la Jordanie, c'est pas parce que c'est des Arabes qu'ils se comportent forcément très bien avec les Palestiniens. Et les Jordaniens, il y a déjà 2,3 millions de réfugiés palestiniens en Jordanie. C'est un petit pays, la Jordanie. Hein. C'est pas l'Algérie. Hein. C'est un petit pays. Donc, quand vous avez déjà 2,3 millions de réfugiés, bah, qu'a fait la Jordanie? Elle a dit moi, je ne veux pas. Donc, vous avez l'Égypte et la Jordanie qui ont réagi assez vivement. L'Égypte a déjà dit qu'eux, ils étaient prêts à agir militairement en cas de déplacement de Palestiniens vers le Sinaï. Déjà, c'est clair. L'Égypte, première armée africaine, plutôt bien armée. Je pense que personne n'a intérêt à ce que l'Égypte se mette en branle. Mais en plus de ça, vous avez la Jordanie, et ça c'était beaucoup plus étonnant de voir le roi de Jordanie dire bah, nous sommes prêts carrément à déclarer la guerre à Israël si les Palestiniens sont expulsés de force de leur territoire. La Jordanie qui a systématiquement protégé Israël lorsqu'elle était attaquée par les missiles iraniens. Dis donc, c'est bizarre cette volte-face. C'est très 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 bizarre. Et donc la Jordanie et l'Égypte sont plutôt contre. Alors qu'est-ce qu'a fait Donald Trump? Bah, Donald Trump, il a changé d'idée. Et il s'est dit, hop là, on va les relocaliser au Puntland, en Somaliland, tout ça c'est près de l'Éthiopie, la Somalie, ou au Maroc. Et en échange, on vous donnera un soutien américain beaucoup plus important. Donc maintenant, vous allez avoir un impact. Je vous ai parlé tout à l'heure des pays du Golfe qui ont un intérêt à cette normalisation s'ils ont un accès aux mers, à la mer Méditerranée. Et maintenant, vous avez aussi un État au Maghreb, qui est le Maroc, et qui a très besoin du soutien américain, et surtout d'un soutien américain plus appuyé. Et c'est ce qu'ils espéraient avec l'élection de Donald Trump, en se disant, bah tiens, on est débarrassé de Joe le sénile, et grâce à Donald Trump, qu'on sait être un ultra-sioniste fou et favorable à un Sahara marocain, eh bien, avec lui, on est tranquille. Et donc, le Maroc pourrait être, le Maroc est envisagé comme une destination pour les Gazaouis. Alors, encore une fois, n'oubliez pas que le Maroc, c'est aussi l'État qui actuellement est en train de développer des drones militaires israéliens sur son territoire. Et c'est pas, quand j'entends parfois on me dit oui, mais c'est pas des drones militaires israéliens, c'est des drones militaires d'une entreprise israélienne. Oui, mais non, parce qu'en vérité, cette entreprise, mes amis, elle a donc c'est Bluebird Aerosystem qui est en train de fabriquer actuellement ces drones sur le sol marocain. Et en fait, cette entreprise, elle appartient à Israel Aerospace Industries, qui est en fait simplement une entreprise publique, donc qui appartient à l'État israélien. Donc vous voyez que l'axe dont je vous parle fréquemment, l'axe Washington-Rabat-Tel Aviv, il existe. Enfin, c'est pas une fiction. Encore une fois, distinguons toujours. Et moi, par exemple, je vais vous dire un truc. Je n'aime pas le gouvernement américain, mais je n'ai rien contre le peuple américain. Rien du tout. Il est plus en souffrance même que beaucoup de peuples. Pas de problème. Pareil pour le Maroc. Je n'ai rien contre le peuple marocain. Mais le gouvernement marocain, force est de constater qu'il participe à un axe de déstabilisation. Et ici, finalement, en acceptant de recevoir des Gazaouis, il participe à la possibilité qu'ils soient déplacés. À partir du moment où on dit « je veux les accepter, je veux les accueillir », tu participes au fait qu'ils soient déplacés. Et ça, mes amis, ça va changer aussi l'équilibre des populations au Maghreb. D'autant que les États-Unis, de leur côté, ont déjà dit qu'ils allaient soutenir le Sahara marocain, l'option d'un Sahara marocain, et le Maroc, ça lui rend bien service. Alors, mes amis, on a une situation ici qui est d'autant plus grave que les États-Unis et Israël ont décidé tous les deux le même jour, conjointement, de quitter le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et donc, ça annonce quoi? Ça annonce que, oui,
ils s'en fichent des droits de l'homme. Alors, on savait qu'ils s'en fichent des droits de l'homme. Mais là, ils annoncent très clairement la couleur en disant, bah, nous, on s'en lave les mains. Ce qui va se passer par la suite, nous, on s'en fiche. On n'a pas à rendre de compte à qui que ce soit. Alors, en termes de souveraineté, je peux comprendre. Mais en termes de droit international et d'humanité, là, on va avoir un vrai souci, mes amis. J'espère avoir été un peu éclairant sur la situation, sur ce plan Gaza 2035, l'idée de transformer Gaza en espèce de lieu économique d'échange, en fait, d'acheter les Gazaouis, d'acheter les Palestiniens avec l'idée de la prospérité économique, donc de détruire en fait la politisation sur la question palestinienne pour la transformer en une opportunité économique qui serait administrée par des pays du Golfe qui auraient, eux, un intérêt à normaliser en échange d'un accès à la mer Méditerranée. Vous voyez, tout ça est logique. Tout ça est pertinent. Et vous avez l'axe Washington, Rabat, Tel Aviv qui existe. Tout ça est dans une certaine cohérence et il faut la comprendre. Et ça nécessite du temps et ça nécessite de l'énergie. Et c'est pourquoi, mes amis, ce que je vous demande, moi, en échange, simplement, vous allez en bas de la vidéo, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche, vous cliquez sur le j'aime, vous me laissez un petit commentaire. Et moi, je les lis. Donc, ça me fait plaisir. Moi, le soir, je me dis, tiens, machin truc a dit que c'est intéressant. Moi, j'aime bien. Ça me donne du baume au cœur. Voilà, donc mes amis, le seul truc que je vous demande, c'est ça. Le seul soutien que je vous demande, il est là. Et mes amis, n'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'était Davy Rodriguez qui vous parle.